Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 3 heures du matin, je voulais faire une petite vidéo d'actualité, puisque c'est la soirée d'Halloween à Paris. Ce soir, il y a plein de jeunes qui se déguisent en démons, en monstres, en morts vivants. Donc ils sont dans les rues, ils fêtent Halloween. Donc je voulais faire une vidéo sur un sujet qui est terrifiant, qui est ignoble, qui est affreux. Je voulais parler de Paris, qui est la ville du diable. C'est une ville immonde, ignoble. Moi, qui vis à l'étranger, je vis en partie à Budapest, je passe beaucoup de temps en Allemagne, donc là j'étais en Pologne, donc je peux voir quand même les différences de vie entre les pays. Et je peux m'apercevoir que Paris, quand on s'en éloigne, on s'aperçoit qu'en rentrant en France avec du recul, on a vécu à l'étranger, on s'aperçoit qu'on vit dans une ville ignoble, où les valeurs sont inversées et où les gens vivent dans des conditions abominables. Et ce qui est le plus horrible, c'est qu'à Paris, ces conditions abominables ne change pas et qu'il y a déjà 100 ans ou 150 ans, même 200 ans, c'était la même chose, on va dire à 150 ans près. Donc il n'y a pas de changement, nous sommes dans une ville atroce. Alors j'ai été choqué ce soir, pas par les jeunes qui se déguisent en monstres, mais j'ai été choqué ce soir par, je vais vous le montrer, une annonce dans la rue, alors tout le monde connaît ça, voilà. Voilà, petite annonce, 225 000 €, 14 mètres carrés, un appartement d'une pièce, Cluny-Saint-Germain, dernier étage sur cour, clair et ensoleillé, studette avec coin cuisine, douche et WC indépendants, c'est formidable, dans 14 mètres carrés, parfait pour étudiants ou étudiantes, c'est génial. Et en plus, on voit que c'est mal isolé, en bas on peut le voir, donc c'est de la merde. Donc 225 000 € pour habiter dans 14 mètres carrés. Donc on s'aperçoit d'une chose abominable, que la France, qui est un pays centralisé, qui était un vaste pays centralisé à Paris, où se trouve toute la vie, pratiquement la vie économique, mais on va dire la vie de gestion du pays, la vie politique, la vie culturelle, et tous les gens vont à Paris. Paris est un pays en soi, plus de 10 millions d'habitants, Paris et sa périphérie. On peut s'apercevoir que Paris est une véritable ville du diable, où les gens majoritairement sont des esclaves qui travaillent sans posséder leur logement. Ce sont de pauvres bougres qui viennent à Paris pour essayer de vivre et qui en fin de compte ne vivent pas. Ils ont des activités, ils ont des loisirs, ils ont une vie culturelle, mais les jeunes qui y sont, s'ils ne sont pas issus de milieux aisés, vivent dans des conditions abominables et en général ne peuvent pas se reproduire puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'espace vital. Et comme tout est centralisé en France, en général à Paris et quelques autres villes, mais c'est très centralisé par rapport aux autres pays d'Europe, nous nous retrouvons avec des gens qui sont les uns sur les autres, et nous avons véritablement un épicentre maléfique en France qui s'appelle Paris. Donc c'est vraiment atroce, et je vais un peu vous montrer l'histoire de cette ville du diable. Je l'appelle la ville du diable, car elle stérilise des générations entières qui ne peuvent pas faire d'enfants, faute d'espace, grisées par la culture, par, on va dire, les divertissements qu'ils peuvent avoir après avoir travaillé laborieusement. On leur donne des cinémas, on leur donne quelques cafés, mais on ne leur donne pas la possibilité de vivre décemment, d'avoir une famille et des enfants. Là, ils pourront avoir une famille et des enfants s'ils décident d'aller vivre en banlieue. Et là, ils sont obligés de perdre leur vie dans les transports pour pouvoir avoir un appartement décent, même un appartement cher, mais dans lequel ils pourront à peu près élever quelques enfants car ils auront l'espace. Donc on peut s'apercevoir que c'est atroce, que nos pauvres
habitants, la caste des travailleurs, la caste des petites gens, ne peut pas accéder au logement en France. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe à Paris. Voilà. Alors, Paris, ça a toujours été abject. Il faut le savoir. Il faut absolument changer ça. Alors, je vais vous montrer avec les images un peu ce qu'était Paris. Donc, j'ai pris quelques images sur Internet. Je vais vous montrer un peu l'histoire de Paris. Hein. Alors, tout d'abord, on va vous montrer que c'était ignoble. Alors, Paris, il y avait avant, des gens, Paris, une enceinte fortifiée, on appelait ça les fortifs, les fortifications, qui avaient été créées entre 1841 et 1844, c'était des périodes troublées, qui servaient de protection à Paris, mais n'étaient pas si efficaces que ça, puisque le conflit de 1870, elles n'ont pas été extrêmement efficaces, mais elles servaient aussi de barrière pour surveiller un peu et vérifier les entrées et les sorties dans la ville. Alors au centre de la ville, il y avait les bourgeois, les gens qui étaient riches, et se pressaient tout autour de ces fortifications, ce qu'on appelait les fortifs, les pauvres gens. Ces fortifications avaient été créées par Adolphe Thiers, qui était président du Conseil des ministres. C'est un détail, je m'en fous un peu, mais c'est intéressant de le dire. Donc ces fortifications étaient à la place à peu près du boulevard des Maréchaux, entre le boulevard des Maréchaux, ce qu'on appelle les périphériques actuellement. Donc voilà, un petit plan des fortifications. Alors c'est toujours à l'envers, mais vous comprendrez que c'est Paris, et les fortifications, les fortifs sont tout autour ici. Vous avez Paris intramuros, comme on dit, entre les murs, entre les fortifications de Paris, où il y avait les villes, les habitations bourgeoises, et vous aviez autour ce qu'on appelait les fortifs, et autour vous aviez la zone et les zonards, les pauvres gens qui se groupaient après avoir travaillé, les agriculteurs, les gens qui étaient les agriculteurs, les gens qui travaillaient au champ, qui travaillaient de l'agriculture. Quand il y a eu l'industrialisation, beaucoup de gens ont dû quitter la province, ont dû quitter le travail agricole pour venir, c'est des paysans, pour venir à Paris essayer de trouver du travail, et ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et soit ils se vendaient comme servants dans les maisons bourgeoises où ils habitaient dans des chambres de bonne merdeuses, soit ils vivaient autour de Paris dans ce qu'on appelle la zone. Donc on les appelait, ils avaient un nom, on les appelait les zoniers, c'est devenu les zonards dans le langage commun. Alors je vais vous montrer un peu ce que c'est que la zone. Alors là c'est les fortifs, vous voyez, c'était les fortifications de Paris, voilà, qui ont donné cette forme à Paris avec le boulevard des Maréchaux. Paris est entouré de murailles, c'est pour ça que les gens viennent s'agglutiner à l'intérieur, c'est le fait d'habiter dans Paris, on est à l'intérieur de ces murailles qui n'existent plus. Quand on est dans Paris, on se sent supérieur, puisqu'on se sent un peu bourgeois, on a l'impression d'accéder à quelque chose. Alors nous avons une porte, à la porte d'Allemagne, la porte de Port-à-Pantin. Voilà ce que c'était, une porte qui servait un peu de vérification quand on entrait. On vérifiait les gens qui rentraient avec des marchandises, qui allaient apporter, comme des artères, apporter l'énergie au centre de Paris. Donc voilà, et alors on peut voir encore des fortifs ici, voilà ce que c'était, les fortifs, et autour se groupait la zone. Alors on voit un peu la zone ici, sur le côté, on commence à la voir un petit peu, on la voit ici, ça c'est la zone, c'est bien moins joli qu'à Paris, puis je vais vous montrer un peu l'horreur de ce que c'était au début du siècle, voilà, voilà ce que c'était. Paris autour, les gens qui venaient travailler, se vendre, les pauvres gens, les petites gens qui venaient se vendre à Paris. Donc la France est vraiment un pays de caste, un pays sous-développé, c'est ignoble. Voilà, on a un pays de caste avec les bourgeois qui ont remplacé, la noblesse parasite, mais la bourgeoisie esclavagiste a remplacé la noblesse
parasites. Et on peut voir les pauvres esclaves, hein, vous voyez, au début du siècle, hein, qui étaient autour de Paris, les zonards, ce qu'on appelle les zonards dans les chansons de dans la zone, dans les chansons de Brassens, hein, ou dans les chansons de Renaud qui dit les zonards. Les zonards, ça vient de cette époque-là, peu de jeunes le savent, hein, de cette époque du début du siècle, hein, la zone après les fortifications. Vous voyez, regardez l'ignominie de ce qu'étaient ces zones-là, on chiait dehors, dans la boue, hein, c'est pluvieux, hein, les rues, c'était de la boue, de la bouillasse partout, c'était pas pavé, hein, c'était en bois, c'était mal foutu, donc il n'y avait pas de tout à l'égout, c'était caca. Vous avez, voilà, encore une, alors un peu plus récente, ça ce sont des émigrés récents dans les années 60, hein, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé dans les années 60, avant qu'on construise les grands immeubles où venaient s'entasser les esclaves. Voilà, les grands immeubles en banlieue. Hein. Alors voilà, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà. Ça, c'est dans les années 60, bien sûr, c'est après. Donc, nous avions tous les pauvres gens qui venaient de la campagne, hein, parce que l'agriculture s'était industrialisée. Ils venaient chercher du travail à Paris et ils se vendaient à la bourgeoisie parasite. Donc, la France est un pays de caste, un pays centralisé où toute la vie économique et la gestion générale et culturelle se fait à Paris, puisque la gestion se fait à Paris. Donc, tous les dirigeants viennent à Paris pour prendre des ordres et repartent en général travailler dans les provinces. Donc c'est un grand centre de commandement, et c'est en même temps un grand centre donc, culturel, et c'est un grand centre où vient se grouper, puisqu'on est près des centres de commandement, des industries, des boutiques, des petites firmes. À l'intérieur de Paris, il y en avait encore, et les pauvres gens qui viennent se vendre qui viennent vendre leurs mains, qui viennent vendre leurs forces, les pauvres travailleurs, ils venaient se grouper autour de Paris, dans ces bidonvilles infâmes. Voilà. Et ils travaillaient, et comme c'est un pays de caste, ils ne peuvent pas monter. Donc quand on voit Paris porte encore les stigmates de cet ignoble système de caste. Et je ne suis pas communiste, je ne suis pas un révolutionnaire communiste, je n'aime pas du tout ce système de caste qui pourrit mon pays. Je suis pour une méritocratie, une véritable méritocratie, où les meilleurs ont les postes qui leur correspondent pour pouvoir tirer le pays vers le haut grâce à une bonne productivité et grâce à une bonne gestion, tout simplement. Je suis contre un pays de caste où les fils de dégénérés prennent le pouvoir. Voilà, et ont le pouvoir. Donc c'est une horreur. Alors voilà, encore les fortifs, voilà, c'est très amusant à voir. Vous voyez, ça c'est Paris au début du siècle. On voit les gens vivaient là-dedans, dans des roulottes autour de Paris. On entend encore ça dans les chansons de Brassens. C'est les gens qui connaissent un peu, qui ont un peu de culture musicale, connaissent ça. Alors Paris me débecte profondément. Quand on arrive à Paris, on trouve que c'est beau, c'est magnifique. Oh, on voit la Seine, on voit les illuminations. J'étais aujourd'hui, c'était très joli. Mais quand on regarde bien les maisons, quand on regarde bien la structure architecturale de Paris, on a envie de gerber, parce que tout dans Paris montre les castes et montre le mépris des pauvres, le mépris des travailleurs et le mépris de l'homme en général. L'homme méprise l'homme, il ne le considère pas comme son égal en conscience. Donc on voit tous ces immeubles haussmanniens qui sont véritablement à chier. Voilà, quand je vois un immeuble haussmannien, j'ai envie de le raser, alors que pour un petit bourgeois parisien, son rêve, c'est d'habiter dans un immeuble haussmannien, même si c'est beau, même si c'est en pierre de taille, c'est de la pierre de taille avec des planchers en bois qui séparent, en vérité c'est très bruyant, mais les immeubles haussmanniens portent dans leur structure ce système de caste dégoûtant. Alors je vais vous le montrer. Alors là, on a des immeubles haussmanniens, vous voyez, ces grandes artères dans Paris. Le travail d'Haussmann d'avoir fait ces grands immeubles où une bourgeoisie pouvait vivre à l'intérieur et en même temps avoir fait ces grandes artères qui permettent une meilleure circulation, c'était correct, mais la structure même de l'immeuble montre tout ce système particulièrement abject, d'inégalité, en fin de compte, qui génère l'inégalité, puisque les bourgeois
se, se reproduisent entre eux. Attention, bourgeois, en France, est une caste qui ne veut rien dire. En Allemagne, par exemple, en Europe centrale, où on ne connaît pas le fait d'être bourgeois. Hein. Un bourgeois, en France, c'est une caste, et c'est des gens qui se reproduisent entre eux. On est bourgeois de père en fils. Quand on va en Europe centrale ou en Allemagne, on est riche ou on est pauvre. En France, comme je le dis tout le temps, on peut être un bourgeois ruiné. En Allemagne, on ne sera quelqu'un qui a été ruiné, un ancien riche, mais on ne sera pas un bourgeois. Il n'y a pas ce système de caste. Il y a plutôt, et je ne porte pas les Allemands au nu, hein, je montre simplement que le système français, et nous sommes français, est particulièrement inégalitaire. Alors là, on voit, c'est à côté des Galeries Lafayette, hein, c'est un boulevard haussmannien, et on va voir un peu le système atroce. Alors nous avons au premier étage, en général, dans les immeubles haussmanniens, nous avons les boutiques, hein, et puis au premier étage, au rez-de-chaussée, nous avons les boutiques, les commerces. Au premier étage, nous avons les appartements, en général, les appartements des gens aisés, au premier, au deuxième, et plus on monte en étage, plus les appartements deviennent petits, et quand on arrive au dernier étage, on a les chambres de bonne, et chose encore plus abjecte, pour ne pas avoir les bonnes qui rentrent avec les riches, on leur met un escalier de service à chier à l'arrière tout petit, et elles rentrent et elles vont au dernier étage. Alors c'est les indigents, c'est les pauvres, hein, c'est les artistes essayant de réussir auprès de la bourgeoisie en vendant leurs croûtes ou même leurs belles choses. Mais de toute façon, un beau portrait pour un bourgeois, pour moi, est une merde, puisqu'il est fait pour contenter un bourgeois. Donc ça ne me plaît absolument pas, il est fait pour contenter quelqu'un d'abject qui vit sur le parasitage, hein, des pauvres gens. Donc je ne suis pas communiste du tout, je n'ai rien de ça, je suis plutôt même nationaliste, mais quand je vois ça, ça me dégoûte. Alors, nous avons justement les riches qui ont leur entrée à eux, hein, qui habitent au premier, au deuxième étage, avec des appartements spacieux, bien chauffés, et au dernier étage, sous les toits, nous avons les pauvres, hein, les pauvres qui ont froid l'hiver et chaud l'été, hein, qui vivent dans des conditions abjectes. Alors là, nous avons une très belle représentation de ces immeubles haussmanniens, avec les magasins en bas, les escaliers, là l'escalier pour les riches, et puis là vous avez l'escalier à l'arrière pour les pauvres. Je crois qu'ils montent là, voilà, à l'arrière, et là devant il y a l'escalier pour les riches, chacun son escalier, les boutiques, les riches, les moins riches, hein, les appartements deviennent de moins en moins grands, et arrivé en haut, bah, c'est des mansardes, et les gens vivent l'été dans un endroit très chaud, hein, ils pissent dans des pots de chambre, hein, et alors, l'été il s'est fait très chaud, et l'hiver il fait très froid, et les gens attrapent la tuberculose, et les gens meurent. Alors voilà, c'est le même là de dessin, voilà, nous avons ici, voilà, les immeubles bourgeois, hein, avec en haut les petites mansardes, des fois avec les chambres de bonne, et là les appartements où il y avait les riches et les gens aisés, et en haut les pauvres gens, hein, les pauvres gens sous les toits. Alors maintenant, on groupe des chambres de bonne et on les vend une fortune, hein, pour des étudiants, ou bien on rénove et on vend une fortune des petites merdes, comme cette pièce de 14 mètres carrés à 225 000 euros. Paris n'a pas changé, Paris restera toujours Paris, une ville de merde que je suis content d'avoir quittée. Je quitte l'enfer, je suis revenu à Paris, je suis ici à Paris, mais j'y suis juste pour des conférences. Je quitte l'enfer car je ne supporte pas de voir mes frères humains exploités. Alors je suis très bien dans mon hôtel particulier de Budapest, et dans une ville où nous ne vivons pas ce système de caste. Il y a des zones ouvrières, des anciens bâtiments communistes, mais dans l'ensemble, il y a une unité et un sentiment d'appartenir à un même peuple, sans ce système de caste et de mépris du pauvre travailleur exploité par cette bourgeoisie parasite. Voilà. Alors, encore un schéma sur les chambres de bonne. Vous imaginez qu'il fait bien chaud là-haut, donc quand on voit Paris, un touriste trouve ça beau. Ben moi, je connais ce qu'il y a derrière ces murs, donc ça me fait vomir, tout simplement. Alors, je vais vous montrer encore l'horreur, hein, l'horreur de Paris, parce qu'on croit que c'est beau, voilà. Hein, Paris, c'était les chambres de bonne, les pauvres gens en haut, dans les immeubles, au service, hein, des riches, des bourgeois. Hein. Nous avons encore ces peintures, voilà, la vie sous les mansardes. Voilà.
Voilà, c'est très beau, hein, avec les enfants malades. Et puis nous avons actuellement encore de pauvres gens qui travaillent qui vivent, hein, dans 6 mètres carrés. Alors là, il y avait un site, hein, c'était ma vie dans 6 mètres carrés. Alors voilà, ici, je me demande si c'est pas le Figaro qui avait sorti ça, un très bon article, hein. Voilà, alors on voit un gars dans 6 mètres carrés, regardez, c'est rigolo. Hein, c'est rigolo, 6 mètres carrés. Hein. Dites ça à l'étranger, dites ça à Budapest, dites ça en Pologne, dites ça en Allemagne, les gens vont se foutre de votre gueule. Eh ben non, à Paris, nous avons des gens dans 6 mètres carrés. Pour vous, ça paraît normal. Pour moi qui suis à l'étranger, je peux vous dire que vous êtes un pays d'esclavagistes et d'esclaves, tout simplement. Là, nous avons un monsieur, pareil, dans 6 mètres carrés. Hein, alors, il y en a donc 14, 15. Alors, eux, ils doivent louer 500, 600 euros, 6 mètres carrés. Nous avons là une jeune fille qui vit dans 6 mètres carrés à Paris, une jeune étudiante. Hein, c'est issu du Figaro, je crois. Voilà, la pauvre jeune fille vit là-dedans. Donc, c'est abject, c'est ignoble. Hein. Tout le monde vient là parce que, bien sûr, la France étant centralisée, c'est un peu un no man's land, beaucoup d'endroits. Hein, je veux dire, no man's land professionnel. Hein, on ne trouve rien, on ne trouve pas de boulot, donc c'est centralisé. Donc, mais Paris est vraiment l'antre du diable en France. Il y a des zones très agréables, mais c'est vraiment une ville infâme. Encore, je vous montre encore. Hein. Alors voilà, ça c'est le 19e, vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. On est encore dans ce système d'esclavagiste, hein, où les pauvres gens étaient sous les mansardes. Hein, et alors, ceux-là, c'est les plus pauvres. Ça, c'est les bien pauvres. Et là, on a un peu moins pauvres. Et quand on descend, on a des apparts de plus en plus grands. Donc on voit, au fur et à mesure qu'on s'élève dans les étages, on voit qu'on avait à l'époque les gens de plus en plus pauvres. Alors maintenant, ça a changé avec les ascenseurs. Les riches préfèrent reprendre les appartements du dessus car ils sont loin des bruits et de la pollution particulière. Hein, et les pauvres se retrouvent plus en bas. Le rez-de-chaussée n'ont pas la cote, hein, mais il y a les chambres de bonne qui sont encore bien merdeuses et qu'on laisse aux étudiants. Alors là, un plan très bien où on peut voir la vie dans un immeuble haussmannien, reconstitution de la chambre d'Ivan à Paris, surface 11 mètres, surface habitable 6 mètres 8. Je vous montre ça, c'est formidable. Voilà, regardez bien. Voilà où habite monsieur Yvan. Là, on voit, il a un lit, une petite mansarde, mais c'est comme au 19e siècle, hein, c'est comme au début du siècle. La fin du 19e, au début du siècle, ça n'a rien changé. Simplement, il a un frigo dans un coin, je crois. Hein. Ou non, c'est un rangement. Oui, non, il a un petit frigo. Voilà, une micro-douche. Voilà, une micro-douche qui est... c'est ignoble. Voilà, et son évier à côté. Donc voilà, je pense qu'il n'a même pas de chiottes. Il a les chiottes sur le palier. C'est dégueulasse. Alors voilà, des chiottes sur le palier, quand on peut en rencontrer à Paris. Montrez ça à un Allemand. Il vous rira au nez. Voilà, un chiotte. Et je me souviens de mon ami Karim, qui habitait dans un appart assez grand, hein, quand même, qui louait et qui avait ses chiottes sur le palier. Voilà. Nous avons Paris, ville lumière. Voilà, et nous avons ici un escalier de service. Voilà, escalier de service dans ces immeubles haussmanniens, le charme de la pauvreté, le charme du mépris de l'homme. Voilà, et de l'autre côté, nous allons avoir, voilà, l'escalier pour la bourgeoisie. Vous voyez? Donc tout ça, c'est Paris, c'est quelque chose qui me dégoûte parce que les immeubles parisiens portent en eux ce système de caste que j'exècre, ce système de caste que j'ai vécu, ce mépris pour les gens qui ne sont pas de votre milieu par la naissance, qui génère justement la haine des pauvres envers les riches et le mépris des riches envers les pauvres. Donc c'est quelque chose qu'il faut abolir. Donc il y a deux choses terribles en France qui détruisent notre pays. C'est pas l'émigration, hein. C'est pas le prix, c'est pas le salaire qui est parfaitement normal. C'est notre système de caste abject qui façonne même nos villes, qui façonne nos maisons. Hein. C'est notre système de caste, notre centralisation dégoûtante, notre système de caste abject et le prix du logement qui force les gens à être des esclaves. Car ne pouvant pas acheter leur logement, ils le louent une fortune et souvent comme c'est centralisé, hein, par exemple comme à Paris, les gens essaient d'être le plus proche de leur travail pour ne pas perdre leur vie dans les transports et ils sont condamnés à habiter des petites surfaces qui payent une fortune ou à
habiter, à louer des petites surfaces qui payent une fortune, dans lesquelles ils ne pourront même pas avoir de famille, hein, car c'est trop petit. Donc pour avoir une famille, ils sont obligés de partir en banlieue, de faire des kilomètres, des fois de faire 1 heure et demie de transport pour pouvoir avoir un logement décent et revenir travailler à Paris. Il n'y a qu'à voir à 6 heures, à 5 heures du matin, ou même à 4h30, 5 heures du matin, tous les gens qui se groupent autour de Paris, qui sont dans les embouteillages et qui viennent travailler à Paris et sa couronne, hein, et qui perdent leur vie dans leurs embouteillages pour bosser. C'est dégoûtant, c'est infect. Tout ça parce qu'ils ont le besoin d'offrir à leurs enfants une vie décente dans un logement décent. Et là, ils prennent un crédit pour acheter un pavillon pourri, mais assez grand, à 1 heure, voire 1 heure et demie de l'endroit où ils travaillent. Et les gens sont épuisés. Ils perdent leur vie dans les transports en commun pour aller travailler dans une zone centralisée. Et c'est abject. Et le problème, c'est que la plupart des gens sont soit avec un loyer exorbitant en France, hein, un 50 mètres carrés à Paris, ça vaut entre 1000 et 1500 euros par mois. Et pour l'acheter, c'est une fortune, c'est au minimum 460, 500 000 euros. Évidemment, les petites surfaces sont plus chères, mais on est à plus de 10 000 euros le mètre carré à Paris, intramuros. Donc, les gens ne peuvent pas vivre 50 mètres carrés. Vous pouvez avoir à la rigueur un enfant, vous n'en ferez pas deux. Donc, on stérilise les gens par le prix du loyer, ou on les oblige, s'ils veulent avoir des enfants, à aller se détruire leur vie dans des transports en commun en perdant 3 heures tous les jours dans les transports, hein, dans les RER ou dans les embouteillages, pour pouvoir donner un petit avenir à leurs enfants et les faire vivre dans un milieu plus décent. Donc dans un appart, dans des surfaces plus décentes. Donc voilà Paris qui me dégoûte fortement. Alors, j'avais d'autres trucs à dire sur Paris. Alors, comme dit, les gens perdent leur vie dans les transports entre 1 heure et 1h30. Hein. C'est une ville abjecte. Je suis à Berlin, je peux vous dire que c'est pas pareil. Il y a plusieurs centres. Je suis à Budapest, ça n'est pas du tout pareil. Je suis allé en Pologne, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans l'horreur absolue. Et qu'on ne me parle pas de Londres, ça n'a rien à voir. Londres est une ville où la jeunesse du monde entier vient travailler, se met en colocation, gagne beaucoup d'argent dans la finance ou dans des entreprises, hein, qui génèrent beaucoup d'argent grâce à la finance ou au commerce international, et quand ils ont bien gagné leur vie, repartent à l'étranger. Mais on n'a pas ce système français où on met tout un peuple en esclavage au service d'une oligarchie parasite. Voilà. Alors, j'ai parlé de la zone. Alors, cette zone, ces fortifications, hein, on entend les fortifs dans une chanson de Souchon. Hein. Je ne savais même pas ce que c'était. Puis après, je me suis renseigné. Je savais qu'il y avait des barrières, il y avait des constructions. Je ne savais pas ce que voulaient dire les fortifs. Donc, ensuite, il y a eu ce périphérique qui a été construit justement. Et c'est à la place des fortifs, avec ces immeubles, les HBM, dans lesquels j'ai habité quand j'étais jeune. Hein. C'était des habitations à bon marché qui avaient été construites dans les années 1930, hein, avec des parcs sportifs autour. Donc il y a encore une ceinture où il y avait une tentative de mettre des gens de classe moyenne, basse, ce que j'étais dans ces habitations. Donc moi, j'étais dans les années 70, hein. Donc j'étais dans des habitations à bon marché, hein. Après il y a eu les HLM en banlieue, mais les gens en France ne montent pas, les gens travaillent sans pouvoir accéder à la propriété. N'oubliez pas qu'en France, il n'y a que 46%, je crois, des gens qui sont propriétaires, mais c'est un chiffre qui est faux, puisqu'il compte dans les propriétaires les gens qui sont à crédit. Et en France, et particulièrement à Paris, les loyers étant tellement élevés, n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est le premier problème français, c'est le logement, pas le salaire. Les gens qui sont à crédit, qui essayent d'acheter un appartement, ne sont pas propriétaires, c'est la banque qui est propriétaire. Donc on est en France dans un pays où les gens travaillent et ne sont pas propriétaires de leur logement, car la plupart sont soit
locataire, donc il paye un loyer pour avoir le droit d'avoir un toit, à quelqu'un qui est un possédant, hein, donc quelqu'un qui possède, parce qu'il faut savoir que si beaucoup de gens ne sont pas propriétaires, il y en a d'autres qui le sont à leur place. Il faut le savoir. Donc, avoir quelques appartements pour assurer sa retraite et se faire un petit pécule et créer de la mobilité sociale, ce n'est pas grave. Posséder des pâtés de maison entiers et des rues entières, c'est une honte, car vous possédez la terre du peuple et vous empêchez les gens d'être possédants. Donc, les pauvres gens vont travailler sans pouvoir se loger. Et que les gens qui, par exemple, essayent d'acquérir un logement, comme je l'ai dit, et essayent d'être propriétaires, sont obligés de prendre un crédit sur 15, 20, 30 ans. Pour une merde, des fois. Mais ce n'est pas eux qui sont propriétaires, c'est la banque. Et quand ils meurent, ils doivent refiler à leurs enfants, et là-dessus il y aura des taxes, il faudra qu'ils aient mis de côté ou donné une part avant, c'est extrêmement complexe. Tout est fait en France pour rendre les gens non propriétaires, pour maintenir une oligarchie en place, une oligarchie de possédants qui sait manier les lois, qui sait manier le système législatif, donc qui sait manier tout ça, et les pauvres gens, eux, crèvent, les pauvres gens travaillent sans être propriétaires. Et n'oubliez pas ce que je vous dis, une nation d'hommes qui ne possèdent pas leur logement ou leur terre, et qui travaillent sans posséder leur toit, ça s'appelle une nation d'esclaves. Et c'est pas parce que vous irez en Thaïlande en vacances ou en Turquie en vacances ou chez les plus pauvres, vous donnez l'impression que vous avez quelque chose dans votre vie, que vous avez quelque chose dans votre vie. Vous restez des esclaves au service de maîtres. Donc la France est un pays d'esclaves, la France est un pays qui crève de son système de caste, la France est un pays qui crève du fait que les gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Combien je vois de pauvres gens qui viennent à Paris, qui ne peuvent pas se loger. Je me souviens d'un pauvre garçon qui venait de la campagne, j'ai pris mes petites notes, qui à l'époque passait dans les cafés internet ses nuits, parce qu'il y avait des toilettes, donc il allait faire pipi, il allait faire caca, il dormait devant un écran, et au petit matin, il allait travailler comme jardinier, car il n'avait pas trouvé de logement, c'était trop cher, personne ne se portait caution, et il venait de la campagne. Et ce pauvre garçon, qui était un peu simplet, mais qui était travailleur, passait son temps dans les cafés internet, il n'y en a plus beaucoup maintenant, la nuit, devant un ordinateur, assis à dormir sur une chaise sans que les gens le voient, et allait se laver, faire pipi, et des fois il allait se doucher un peu dans les toilettes, dans les douches de la mairie de Paris, qui avait des fois dans les douches municipales. Donc c'est atroce. Et lui, il travaillait comme jardinier. J'en ai connu un autre qui était au gymnase, qui s'entraînait avec moi, qui avait acheté un petit camping-car, car il ne pouvait pas accéder à la propriété, c'était trop dur, et le logement était trop cher. Il avait trouvé la méthode du camping-car, et il prenait un abonnement dans les gymnase pour pouvoir se doucher, se faire un sauna et rentrer dormir dans son camping-car. Il était employé à la mairie de Paris. Donc on voit toute la misère qu'il peut y avoir à Paris. Alors évidemment, autour, il y a les HLM. Les HLM ont été faits justement par les esclavagistes, nos esclavagistes, pour remplacer nos esclaves blancs qui devenaient paresseux parce qu'un système de caste ne génère pas vraiment l'envie de se dépasser au travail, puisque si vous travaillez, vous n'allez pas monter socialement. Nous ne sommes pas dans une méritocratie à l'allemande, ou même une méritocratie d'affaires, comme en Angleterre, ou même s'il y a des castes. Si vous rapportez de l'argent, vous trouverez un poste où vous en gagnerez encore plus. Si vous êtes efficace pour amener de l'argent, c'est très pragmatique, vous gagnerez un pourcentage de cet argent que vous gagnez. C'est comme ça que fonctionne l'Angleterre, en attirant des gens du monde entier, les plus performants, et en les payant bien s'ils rapportent beaucoup d'argent. Méthode anglo-saxonne. Et puis si vous ne gagnez pas, vous dégagez, vous repartez dans votre pays. C'est pour ça que tous les jeunes vont à Londres. Ce n'est pas du tout le même système. Donc on a la même chose en Allemagne. Les gens vont en Allemagne. Le loyer est absolument pas cher en Allemagne.
56 mètres carrés dans un appartement correct avec 3 mètres de plafond, 560 € dans le centre de Berlin, un immeuble des années 1850, 1850, ces grands appartements qui avec 4 mètres sous plafond. Là-dessus, c'est très grand, Berlin, ce n'est pas cher, et Munich, qui est même la ville la plus chère d'Allemagne, est quand même 2 fois moins cher que Paris. Donc, on peut voir que l'Allemagne est beaucoup moins chère proportionnellement que la France. Et même si les Allemands ne sont pas plus propriétaires que les Français pour d'autres raisons, l'accès à la propriété pour l'Allemand est très facile. L'Allemand n'est pas propriétaire comme le Français, car les loyers étant moins chers, l'accès à la propriété étant moins cher, l'Allemand est très mobile pendant sa carrière professionnelle, il va de ville en ville vendre son savoir-faire, et quand il trouve une entreprise dans laquelle il se sent bien, où il peut progresser, même des fois atteindre un poste de direction, il achète un appartement en milieu ou fin de carrière. Donc ce sont des crédits courte durée, de 10, 15 ans maximum, on va dire entre 7 et 10, 15 ans, pour des prix qui sont entre 2, 3 et 4 fois moins chers que la France. Donc ça leur permet de choisir un appartement plus tard pour pouvoir se loger. Donc faites attention au sondage, faites attention aux explications qu'on vous donne quand on vous dit que les Français, que l'Allemagne par exemple a moins de propriétaires, c'est faux. C'est parce que les gens sont plus mobiles et choisissent de se loger en fin de carrière quand ils ont trouvé l'endroit où ils pouvaient terminer leur poste, vous avez leur poste de direction. Donc c'est complètement différent, moi qui fais de l'Europe, je peux vous le dire. La France Paris est un épicentre satanique où les gens sont exploités. Je sais, je fais des redites, mais je vous montre l'horreur parisienne. Et alors évidemment, comme j'en étais là, comme les gens, comme les Français ne finissaient par ne plus avoir envie de travailler, puisque de toute façon, si on ne monte pas socialement, on ne va pas se donner à fond dans le travail, donc on en fait un minimum, et sachant qu'on ne monte pas socialement, on peut quand même se grouper en syndicats et faire des grèves. Alors on fait des grèves pour les acquis sociaux. On ne fait pas des grèves pour pouvoir travailler, s'élever par le travail, pour être un homme libre. Non, le Français va faire une grève pour avoir des acquis sociaux. L'esclave fait la grève pour avoir un peu moins d'heures de travail, pour avoir les congés payés, pour moins travailler, pour tirer au flanc, pour avoir une cafetière dans la société. Mais le Français n'espère pas monter socialement, malheureusement. Je parle globalement et on me dira, moi j'ai réussi, monsieur, moi je suis devenu expert comptable. Et là je dis, parce que j'ai déjà eu ça sur mon Facebook, je dis, mon ami, tu es passé de prolo à expert comptable, ce n'est pas ce qu'on appelle une réussite. Ce n'est pas un exemple, c'est juste un saut de puce. Les réussites, on en voit en Allemagne, les réussites, on en voit en Angleterre, les réussites, on en voit aux États-Unis, même si ce sont des sociétés qui parfois, surtout l'Amérique, parfois peut être égalitaire. L'espoir de réussir est là parce qu'on a des exemples en France. Je ne trouve pas autour de moi de gens qui ont réussi, du moins de ma génération, en partant de rien. Il y a toujours le papa, la maman, la caste derrière. Lui, la France est un pays de fils de, un pays de caste, où pour se maintenir au poste de direction, pour avoir les postes, il faut tout simplement être né au bon endroit. Il n'y a pas de montée sociale, il y a juste des conservations sociales, et on met les fils de au poste de direction. Donc la France est un pays de fils de, donc un pays de consanguins au niveau du pouvoir, même au niveau des pauvres, de consanguinité, on perd de l'énergie, aucun mec énergétique ne va monter, aucun mec faiblement énergétique ne va descendre, et on se retrouve avec un peuple de dégénérés. Désolé de vous le dire, c'est atroce, mais c'est comme ça. Et comment voulez-vous, dans une lutte des pays entre eux, quand il n'y a plus de frontières et quand il y a une globale planète, un libéralisme, comment voulez-vous être concurrencer le monde, être efficace, si vous êtes des dégénérés consanguins, si on a une bourgeoisie de dégénérés consanguins. Alors le seul moyen de s'élever en France, c'est ou de se maintenir ou de prendre des réseaux, c'est le regroupement communautaire. Donc on se regroupe
entre communautés asiatiques, communautés juives, hein, assez puissantes, mais c'est consécutif à ce système de caste. La communauté juive française est bien plus communautaire, que d'autres communautés juives d'Europe. Hein. Pourquoi? Parce que la France est un système de caste qui force au communautarisme et au réseau. Donc la France, on ne réussit que par le réseau, souvent apporté par le communautarisme. Et oui, c'est comme ça. Et par l'intrigue, comme Bel-Ami, ou monte par le cul. Regardez la politique, hein, combien d'hommes politiques et de femmes politiques montent par le réseau, hein, par ce qu'on appelle la promotion canapé, hein, ce qui est typiquement français. Vous ne verrez pas de méritocratie. Un pays sans méritocratie est un pays qui va mourir face aux autres pays. Et c'est pour ça qu'on est racheté par les Chinois, racheté terriblement, car c'est un remplacement, c'est racheté par les Qataris, qui sont des esclavagistes dans leur pays, toutes les monarchies du Golfe, racheté par les Saoudiens, racheté par ces gens-là, à qui même nos politiques vendus font des lois, hein, des lois où ils sont achetés, hein, achetés parce qu'on les paye en douce, on leur donne des cadeaux, on leur fait des avantages en nature cachés, et ils passent en douce des lois, par exemple pour les Qataris, les exemptant, les Saoudiens aussi, et les Koweïtis, les exemptés, ils sont exemptés de taxes sur les plus-values. Vous voyez, quand vous achetez un petit appartement et vous le refaites, vous allez payer une taxe sur l'argent que vous aurez gagné en le revendant, sur la plus-value que vous aurez gagnée. Ben, Qataris, Saoudis, Koweïtis, toutes ces monarchies du Golfe, eux, font des travaux et eux ne payent pas de taxes. Ils sont au-dessus de vous, car ils ont soudoyé les gens pour qui vous avez voté, bande de merde, d'esclaves. Ça m'énerve profondément. Voilà, je suis très content de vivre à l'étranger. Je ne suis content, vous ne pouvez pas vous imaginer, de ne plus être dans un pays d'esclaves. Je suis un homme libre et je dis à tous les jeunes, soyez libres, refusez ce système. Je ne dis pas qu'il faut couper des têtes, je dis qu'il faut refuser un système. Ne vous soumettez pas. Refusez la soumission. Refusez l'esclavage. Alors j'en étais encore à cette histoire de Français tir au flanc, de travailleurs tir au flanc, c'est normal, il est paresseux, il fait des grèves, hein, et ben du coup notre caste dirigeante, notre oligarchie, ben, les a remplacés en faisant venir des colonies, ben, des Maghrébins, des Africains, des Portugais. Au départ c'était pas les colonies, mais c'était les voisins les plus pauvres. On fait venir des pauvres gens dans les années 60, hein, pour remplacer nos esclaves blancs paresseux, notre caste de pauvres travailleurs paresseux, qui sait très bien, paresseux par intelligence, si vous voulez. On ne va pas se fatiguer si on sait qu'on ne monte pas, on n'est pas comme en Allemagne. Hein. Donc voilà, et je vais vous montrer quand même ce que c'est que des bidonvilles dans les années 60, hein, ça n'a pas changé. Il y avait les fortifs avant, il y avait les zonards avec les blancs, les franches de cette souche pauvres, et ben après nous avons les Maghrébins. Alors là, nous avons un bidonville de Maghrébins, il y a dans les années 60. Hein, vous voyez, c'est sympa, hein, ça ne change pas. Avant, c'était un bidonville de blancs. Hein, les blancs sont paresseux, on va les remplacer par les Maghrébins, tout simplement. Et comme ça, on industrialise, on crée. Renault fait des... Vous voyez, hein, des petits gamins. Hein, regardez comme c'est beau, les constructions. Hein. Ce sont des travailleurs venus d'Afrique. Hein, on fait venir des esclaves. Hein. Pour eux, c'est des esclaves, puisqu'ils ne possèdent pas la terre. Quelqu'un qui travaille sans posséder sa terre, c'est un esclave. Il faut le savoir. Hein. C'est pas un itinérant. Quand il est itinérant, il peut se vendre d'un endroit à l'autre. Mais là, il reste, il vit, il meurt sur place sans posséder. C'est ce qu'on appelle un esclave, comme à Rome, ne l'oubliez pas. Vous êtes des esclaves si vous ne possédez pas votre appartement, si vous louez toute votre vie. Vous êtes des esclaves. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis loin et j'ai encore une meilleure vue de loin. Quand on est dans la merde, on finit par plus sentir la merde. C'est quand on s'en éloigne qu'on s'aperçoit qu'on était dans la merde. Hein, et quand on y revient, on la sent avant que l'odeur disparaisse. Voilà, vous voyez, dans les années 60, hein, voilà ce que c'était. Hein. N'oubliez pas. Hein. Voilà, alors là, voilà. Nanterre dans les années 60, avec le remplacement des pauvres bougres français de souche, de classe esclave, par les esclaves venus du Maghreb, comme par ici, voilà, une Algérienne,
hein. Voilà. Alors il y en a d'autres très belles photos, hein, je vous le montre, parce que allez sur internet, regardez bidonville, France, voilà, bah, c'était ça, hein, vous voyez, voilà, Nanterre, voilà, les esclaves qu'on a fait venir pour remplacer les esclaves blancs paresseux, bah, on fait venir des esclaves du Maghreb, des esclaves d'Afrique, voilà, et là c'était le CNIT, je crois, de la Défense, vous voyez le beau CNIT de la Défense, hein. On n'est pas à Brazzaville, on n'est pas dans une ville, alors Brazzaville, il n'y a pas beaucoup de bidonvilles, mais on n'est pas du tout au Brésil, hein. On est en France dans les années 60, hein, 58 je crois là, avec le CNIT, hein, le CNIT qui était le centre de nouvelles industries technologiques et de nouvelles industries et technologies. Hein, vous voyez, un beau bidonville rempli d'esclaves travaillant pour les industries, hein, pour Renault, Peugeot, Citroën, pour toutes ces industries qui étaient en périphérie de Paris. Voilà. Voilà, c'est dégoûtant. Alors évidemment, c'était tellement insalubre qu'on a décidé de construire des cages à lapins. Voilà. Alors ce sont des cages à lapins. Voilà, c'est le début des cages à lapins du regroupement. Alors ça fait du regroupement communautaire, bien sûr, puisque ce sont les esclaves d'Afrique qu'on met là-dedans, hein. Avant, c'était les esclaves blancs. Les esclaves blancs qui sont devenus... ils se mettent à travailler dans le tertiaire. Hein. Ils sont allés dans les bureaux. Hein. Dans les bureaux. C'est un peu paresseux, alors on les met dans les bureaux. De toute façon, la France, c'est un pays de paresseux, puisque de toute façon, le travail n'est pas récompensé. Regardez Bel-Ami de Maupassant, lisez-le, ça n'a pas changé. Hein. Bel-Ami, ça se passe au siècle dernier, au 19e, je crois, c'est au 19e, et on voit comment un mec qui vient de la campagne, qui est beau mec, réussit uniquement par l'intrigue et non par sa valeur. Et ça, c'est la France. On réussit ou par l'intrigue, ou bien on a le poste par sa naissance. Hein. Le diplôme n'a aucune valeur pour monter, le diplôme n'a de valeur que si vous avez déjà un fils d'eux et que vous avez le réseau. Hein. Le diplôme permet de sélectionner les fils d'eux entre eux et les gens qui ont le réseau. Mais votre qualité réelle n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est votre naissance. Ce pays de caste est ignoble. Voilà. On fabrique des cages à lapins pour les esclaves. Hein. Alors, ça pourrait être agréable, on pourrait se dire, là-dedans, on peut mettre des petits magasins, mais malheureusement, le regroupement communautaire crée des îlots, et puis les gens se sentent esclaves, ils savent inconsciemment qu'ils ne vont pas monter, et ils se disent, les Français sont racistes, et ça crée justement des îlots communautaires haineux, parce qu'ils ressentent ce rejet, et ils pensent qu'ils sont rejetés, nos braves émigrés, qui ne sont pas si braves que ça, qui sont agressifs, comme quelqu'un qui vient d'un milieu rural, hein, à la base, hein, qui n'a pas été émasculé par des siècles d'industrialisation, mais on peut voir qu'ils ont été regroupés là-dedans et qu'ils deviennent haineux, et comme les socialistes, pour des raisons électorales, parce qu'ils leur donnaient la nationalité à partir d'un certain moment, voulaient des voix par rapport, les socialistes qui sont en fin de compte un réseau de pouvoir, pour avoir le pouvoir, les socialistes, sur ces étrangers, faisait une campagne touche pas à mon pote, campagne les Français sont racistes, pour dire nous on est gentils, regardez, votez pour nous. Et comme à l'époque les élections se passaient à quelques centaines de milliers de voix, on a monté ces gens-là contre les Français en général, contre le pauvre gars qui habitait à côté dans son pavillon de banlieue. On a dit regarde, ils sont racistes. Oui, quand il t'arrive des dizaines de milliers de mecs qui sont pas de chez toi, tu as l'impression d'être remplacé génétiquement, inconsciemment tu le ressens, même si c'est pas de la faute des mecs qui viennent à côté de toi, tu leur en veux, alors qu'en vérité c'est la faute de ton oligarchie. Donc voilà, on a monté la tête à tous ces maghrébins, à tous ces étrangers, alors que le français était raciste uniquement pour qu'ils votent socialiste, qui était dit on va vous défendre, en vérité on veut simplement vos voix pour être réélus et vivre sur l'argent des taxes et des impôts qu'on prenait sur la classe moyenne laborieuse des Français. Car malheureusement, on a un État hyper puissant avec des vieilles grosses familles bourgeoises qui dominent, ils sont dans les partis de droite, on va dire, hein, pas d'extrême droite, mais de droite conventionnelle, et ils vivent sur l'argent du peuple. Regardez tous ces sénateurs, ces députés, et nous avons un autre pouvoir qui essaye de prendre la place du calife à la place du calife, hein, ils veulent être calife à la place du calife. Ce sont ce qu'on appelle les socialistes, qui sont tout simplement un réseau de fonctionnaires qui essayent de prendre la place de ces vieilles familles possédantes et dirigeantes de la bourgeoisie, hein, qui avait évincé
la monarchie. Donc on se retrouve avec la bourgeoisie d'affaires dirigeant la France, des vieilles familles qui sont au niveau de ce qu'on appelle le RPR, PR, le Parti républicain et le nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau, il change de nom simplement hein, pour avoir l'impression d'être plus propre, hein, pour effacer les affaires, mais ce sont les mêmes corrompus qui sont là-dedans, et de l'autre côté, les mêmes corrompus socialistes qui essayent de prendre le pouvoir pour jouir du pouvoir et se gaver sur l'argent du peuple, voilà, ou bien se gaver avec l'argent des Qataris, l'argent des riches puissances qui achètent notre pays qui part en déliquescence. Donc on vend notre pays et en échange on touche les dessous de table hein, par ces pays. On met ça sur des comptes en Suisse ou ailleurs, comme Cahuzac. Hein. Bon, ben ça c'est nos politiques. Nous avons une caste corrompue de politique. Nous avons un pays abject. Voilà. Je fais une grande vidéo, je parle, je montre que Paris est la ville du diable. C'est une horreur. Elle porte dans ses murs les stigmates de l'inégalité et du mépris de l'homme. Et ça me fait vomir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire avant de terminer ma vidéo? Est-ce que j'ai d'autres photos à montrer? Non, j'ai quasiment tout montré. Une dernière photo, voilà. Un bon garçon dans une chambre de bonne, voilà. Voilà. Et vous qui me regardez, vous êtes souvent désespérés car vous ne pouvez pas acheter d'appartement, car votre pays ne vous appartient plus. Voilà. Les prix sont trop élevés. Il faut absolument moraliser notre pays, évincer cette caste de politiques qui vivent sur l'argent des travailleurs, annihiler ce système de caste qui méprise la méritocratie et qui n'a d'admiration, qui n'a de reconnaissance que pour les gens de leur propre milieu, la caste ou l'intrigue, hein, régénérer une véritable méritocratie, faire une véritable législation sur la possession des logements, empêcher que quelques personnes possèdent tout le pays, notre pays qu'on est en train de vendre. N'oubliez pas que les Qataris hein, achètent, les Qataris, la monarchie du Golfe, achètent notre terre, achètent nos immeubles, toutes les petites boutiques hein, que vous voyez à Paris, beaucoup de petites boutiques sont rachetées par les Qataris en douce, et après ils les loueront, et vous, Français, vous ne serez plus possédants de votre terre, vous serez les esclaves de vieilles familles royales, hein, esclavagistes, et pour eux, vous serez leurs nouveaux esclaves. Donc c'est une catastrophe, on vend notre terre à tout le monde, c'est une horreur. Donc voilà, je suis un peu triste pour mon pays qui est abandonné par ces castes dirigeantes qui n'ont plus aucune notion d'esprit de corps, hein, qui ne pensent qu'à se gaver avant l'effondrement entre les vieilles familles de droite et la nouvelle caste et le nouveau réseau socialiste de gauche qui n'ont qu'un seul but, hein, comme les autres, vivre des taxes qu'ils prennent sur vous, les travailleurs. Et nous avons des pauvres travailleurs qui sont obligés de travailler car ils ne possèdent pas, de travailler pour des maîtres esclavagistes, car ils ne possèdent pas leur logement, ils ne peuvent pas dire merde, donc ils sont obligés de rester assez productifs, car s'ils ne sont pas productifs, s'ils ne baissent pas la tête, s'ils ne regardent pas leurs pieds devant leurs employeurs, ils perdent leur toit, car ils ne sont pas propriétaires de leur toit, ils perdent leur logement, ils ne peuvent pas payer leur crédit, ou ils ne peuvent pas payer leur logeur, ils se retrouvent à la rue. Donc la peur de perdre son logement génère chez le Français une mentalité d'esclave soumise à un patron qui va être désagréable avec lui, mais un patron de classe moyenne ou moyenne supérieure qui est pris à la gorge par une fiscalité ignoble, une fiscalité qui permet à nos castes dirigeantes de vivre grassement avec tous les passe-droits qu'ils ont, tous les intérêts qu'ils ont là-dessus, tous les esclaves qui les servent dans les ministères, tous les appartements qu'on leur donne. Regardez combien sont payés les sénateurs, regardez combien sont payés les députés, regardez les dépenses faramineuses de l'État pour des conneries, regardez comme à l'opéra, les mecs
ont des voitures de fonction, plus dépensent 40 000 francs, les 4 directeurs de l'opéra dépensent 40 000 euros par an de taxi, plus leur voiture de fonction avec chauffeur. Regardez, comment elle s'appelle, Madame Salle, je crois, Madame Salle qui porte bien son nom, qui avait eu une facture monstrueuse de taxi. Hein. C'était une facture, elle y passait sa vie. Hein. On avait l'impression, je sais plus, on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros de taxi. Madame Salle, qui était la responsable, je sais pas, de l'audiovisuel, je ne me souviens plus, des choses abjectes. Et ça, c'est petit niveau, c'est à tout niveau comme ça. Les gens se gavent. Je crois que, par exemple, notre président Hollande aura 36 000 euros de retraite avec le cumul. Imaginez ce que c'est. Donc on se fout de la gueule du monde. Nos ministres, nos vieux ministres qui ne servent plus à rien, ont encore des flics qui les gardent, ont encore des retraites énormes. C'est une honte. Un homme d'État devrait avoir juste 2 000 euros. Et quand il a fini sa fonction, il ne devrait pas être protégé, car il doit montrer l'exemple. La France part en couille. Nous avons un pays d'esclaves, des gens qui ne possèdent pas leurs appartements, une pièce de 14... des trous à rats de 14 mètres carrés à 225 000 euros à Paris, c'est une blague. Voilà, des gens qui ne peuvent pas habiter près de leur lieu de travail, qui perdent leur vie dans les transports. Nous avons un constat abject à faire sur notre pays. Notre pays meurt de son système de caste. Notre pays meurt de l'inaccessibilité du logement aux travailleurs. Notre pays meurt de son immoralité. Voilà, c'était Fred Delavier, presque 1 heure, mais je suis vraiment pas content. Et je voulais la faire, cette vidéo, elle part dans tous les sens, mais elle est faite avec le cœur, et j'espère que vous avez compris où est le combat et ce qu'il faut réformer. Et tout ça passera par le vote des lois, par le peuple. Le peuple devra voter les lois qui lui permettront d'être libre. Voilà, d'être libre de choisir son avenir et de ne plus remettre dans ses politiques les décisions à prendre pour son avenir. Non, nos politiques sont corrompus, ils l'ont montré. Il faut changer complètement le système, il faut créer une 6e république où ça sera le peuple qui votera ces lois par un système informatique, comme le montre l'Islande et comme je l'ai expliqué dans des vidéos. Voilà, on ne va pas changer le système en coupant des têtes, non, on va changer le système en changeant les lois et en mettant au pouvoir des gens qui laisseront le pouvoir au peuple de voter ou dévoter les lois. Donc des gens qui iront au pouvoir pour abdiquer le pouvoir face au peuple. Et si le peuple n'est pas capable de réussir la première fois, il pourra dévoter les lois qui ne marcheront pas, tout simplement. Et on avance comme un enfant qui grandit, quand il part sur le chemin de la vie, quand il commence à se redresser, quand il commence à marcher, il tombe, il se redresse. Et bien c'est comme ça. Et le peuple doit voter ses lois. Et celui qui me dit que le peuple est con, qu'il n'est pas capable de voter ses lois, eh ben, il l'apprendra. Un enfant doit quitter ses parents, surtout quand ce sont des parents indignes. Et nos dirigeants se comportent comme des parents indignes. Quand un père ne montre pas l'exemple, les enfants sont corrompus. Merci, c'était Fred Delavier. À bientôt.